Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier briefing de la semaine du 30 avril 2020. Comme vous le savez, demain est un jour férié, donc nous nous retrouverons à partir de lundi la semaine prochaine. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, on va prendre la température des marchés, étant donné que la séance d'hier était une journée assez chargée. Aujourd'hui aussi, puisque nous avons le discours de la BCE avec Christine Lagarde. Donc, c'est un rendez-vous de banque centrale. Mais hier, eh bien, les bourses européennes ont fini en nette hausse, soutenues essentiellement par la perspective d'un traitement potentiel du Covid-19 et celle du redémarrage rapide de l'économie. Effectivement, la progression des places européennes s'est accentuée en début d'après-midi hier, après l'annonce par le groupe pharmaceutique américain Gilead Sciences de nouveaux résultats prometteurs d'un essai clinique sur un traitement potentiel du Covid-19. Effectivement, le développement d'un traitement contre le coronavirus est considéré par les économistes comme essentiel pour une reprise durable des marchés. Côté micro, eh bien, on a eu Airbus qui a publié ses résultats, malgré des résultats trimestriels nettement dégradés en raison de la pandémie qui a lourdement affecté le transport aérien. Le titre a tout de même gagné plus de 10%. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a assuré que la France était prête à aider totalement, s'il le faut, et massivement le géant européen de l'aéronautique. Pour finir, ce jeudi sera la séance assez chargée et animée par la première estimation de la croissance en zone euro. On a déjà eu, les chiffres sont tombés ce matin à 11 heures. Donc je vous montrerai dans la partie macro quels ont été les résultats. Et bien sûr, cet après-midi, à partir de 14 heures, les décisions de la conférence de presse de la Banque centrale européenne. Et à 14h30, on aura le discours. Côté US, eh bien Wall Street a aussi terminé en hausse mercredi, porté, comme je vous le disais, par l'espoir d'un traitement efficace contre le Covid-19, qui justement a fait oublier en fait eh bien, la chute spectaculaire du PIB américain au premier trimestre et les mises en garde du président de la Réserve fédérale sur les perspectives de la première économie mondiale. Donc, tout ça, on oublie tout. Ce n'est pas important pour le marché à l'heure actuelle, que ce soit le PIB dans le monde, les 30 millions de chômeurs aux États-Unis. Les indices s'en fichent complètement pour le moment et ça monte. On va voir ça plus tard dans les graphiques. Le Nasdaq est même dans le vert. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de crise, si vous voulez, que la crise de le Covid-19 n'a jamais existé et que les investisseurs sont très optimistes et continuent à aller de l'avant. On a quasiment retracé plus de 60% de la baisse sur certains indices, alors qu'on rentre quand même dans une récession historique. Mais toutefois, pour le moment, eh bien, les marchés continuent de monter. Les investisseurs ont salué les informations du groupe pharmaceutique Gilead Sciences sur son antiviral expérimental, le Remdesivir, qui a permis, selon lui, d'atténuer les symptômes de patients atteints du Covid-19 traités en début d'infection, mais pas de les guérir. Toutefois, le marché salue en tout cas ces avancées, même si ce n'est pas encore un traitement et ce n'est pas l'antidote en tout cas pour soigner les patients atteints du Covid-19. Et effectivement, en fait, cet élément positif a relégué au second plan la contraction de l'économie américaine au premier trimestre, puisque le PIB a reculé de 4,8% en rythme annualisé, euh, après une croissance de 2,1% sur les 3 derniers mois de 2019. Donc, pour mettre un peu en parallèle la macro face à un traitement, eh bien, les espoirs de traitement eh bien, prennent le dessus sur une récession historique à venir aux États-Unis et même partout dans le monde. Et bien sûr, pour finir, on a eu les décisions de la Réserve fédérale des États-Unis avec Jérôme Powell qui a laissé sa politique monétaire inchangée.
tout en réaffirmant qu'elle était prête à agir en cas de besoin pour soutenir l'économie américaine, et soi-disant qu'ils n'ont guère influencé non plus sur la tendance. En gros, ça veut dire QE limité. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que les marchés montent. Certains me posent la question de savoir pourquoi les marchés montent autant. Eh bien, les marchés montent parce que les dés sont pipés. Les dés sont pipés, je ne dirais pas jusqu'à dire que les marchés sont truqués, mais presque, étant donné que les marchés sont censés être efficients, et on constate qu'ils ne le sont pas du tout, puisque le château de cartes ne tient que grâce aux banques centrales et aux injections massives de liquidités. Donc tant qu'on aura le bilan de la Fed qui continuera d'augmenter, comme je vous l'ai déjà monté une première fois, on est passé de 4 000 milliards à 6 500 milliards, et donc il a pris 2 500 milliards. Force est de constater que tant que les banques centrales seront derrière, eh bien, les marchés continueront de monter. Malgré, on a beau faire un parallèle avec une récession historique comme on l'entend dans les médias ou dans les journaux financiers, les dés sont pipés. Les dés sont pipés étant donné que, eh bien, on va se retrouver, du moins pour le Nasdaq, avec des indices sur des nouveaux plus hauts historiques, alors que l'économie entre en récession et surtout l'économie mondiale entre en récession. Pour faire un parallèle avec ce que je dis, c'est que hier on a pris connaissance du PIB au premier trimestre et moins 4,8. Donc le taux annuel, il a reculé du moins à 4,8 au premier trimestre, et c'est la plus forte contraction depuis la récession d'il y a 10 ans environ, de 2009, signalant justement le début de la récession. Et là, c'est le cas, mais derrière, les marchés s'en fichent complètement de savoir qu'on a une contraction de 4,8. Ils ont préféré aller de l'avant en voyant l'espoir d'un traitement du Covid-19. Et pour le moment, malgré des signaux qui nous alertent sur l'impact à venir, que ce soit avec 30 millions de chômeurs aux États-Unis, eh bien, le marché s'en fiche complètement. Et on va retourner sur des anciens plus hauts grâce aux injections massives de liquidités et du quantitative easing de la part des banques centrales. Ce matin, on a aussi pris connaissance du PIB en zone euro, qui a reculé de 3,8 au premier trimestre. C'est l'une des pires chutes depuis 1995, en tout cas sur ce graphique. Même en 2008, la chute n'était pas aussi violente. Mais derrière, les marchés tiennent. Les marchés tiennent parce qu'on va avoir le discours de Christine Lagarde cet après-midi. Et comme je vous le disais, eh bien, on va racheter tout et n'importe quoi sur le marché pour faire en sorte que le marché tienne quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, donc c'est QE illimité, on rachète tout et n'importe quoi sur le marché, mais il ne faut pas que le marché s'écroule. Et pour le moment, ça marche, en tout cas ça marche, mais le marché ne reflète pas la réalité économique et le marché prouve encore une fois qu'il n'est pas efficient sans l'aide des banques centrales, alors que le marché est censé être efficient, il doit être capable de s'autogérer un minimum lui-même. Certes, les banques centrales doivent intervenir, mais là, ça montre à quel point en fait il y a une décorrélation de l'économie et des marchés. En France, pareil, ce matin, on a pris connaissance du PIB au premier trimestre. Il s'est effondré de 5,8%. C'est la plus forte baisse jamais enregistrée. Là, par contre, pour la France, c'est la plus forte baisse jamais enregistrée dans l'histoire. Il me semble, même en temps de guerre, je ne sais même pas si on avait un PIB aussi bas. En tout cas, sur le graphique ici, il faut remonter assez loin et c'est la plus forte baisse jamais enregistrée, en tout cas, sur cette période. Ce qui montre à quel point l'impact n'est pas, c'est pas comme si on avait une contraction de 0,8 ou de 1%. Non, on a quand même eu 5,8. Ce n'est pas rien. Malgré ça, le CAC continue de progresser et d'aller de l'avant.
Ce qui pose un peu problème en me disant, comme je vous le disais, soit les dés sont pipés et on se dit, donc, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, en fait, les marchés tiendront toujours puisqu'on aura les banques centrales, soit on est en train d'assister à une bulle géante de liquidité sur les marchés financiers. Et ça, seul le temps nous le dira, mais il faut partir dans cette optique et dans ce scénario en se disant, soit les marchés ne sont pas du tout efficients et sans l'aide des banques centrales, le château de cartes s'écroule, soit on assiste à une injection massive de liquidité et dans ce cas-là, à une bulle à venir sur les marchés financiers à cause de la liquidité à outrance. Enfin, pour finir, PIB premier trimestre Italie, même constat, sachant que l'Italie est tombée dans une contraction profonde avant même le verrouillage complet. L'économie, elle, a reculé de 4,7 au premier trimestre. Il me semble que pareil, il faut remonter très loin pour revoir une contraction aussi importante de l'économie italienne, sachant que l'arrêt des activités non essentielles s'est imposé le 23 mars. Donc pour l'Italie, le PIB au deuxième trimestre pourrait être encore pire que ce qu'il est là actuellement. Mais c'est pas grave, pour le moment les marchés montent car pas d'inquiétude, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et les marchés ignorent malheureusement, sans vouloir être pessimiste ou alarmiste, mais les fondamentaux sont censés rejoindre un minimum, enfin du moins les marchés sont censés être un minimum corrélés aux fondamentaux. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas et ça pose des questions. Est-ce que finalement, ce n'est pas les 10% les plus riches qui profitent de ces injections de liquidités et 90% du reste de la population, ce sont eux qui vont connaître une politique d'austérité à venir, une hausse des impôts, une baisse de la consommation, et qui vont encore une fois payer les pots cassés. C'est surtout sur ce point-là, en tout cas, que je m'interroge, étant donné que la hausse récente des marchés, du moins actuelle, ne profite pas à l'ensemble, à 90% de la population. Ça profite à 10% des plus riches qui se sont encore une fois enrichis, une nouvelle fois, mais les pots cassés, eh bien, c'est le reste. C'est les 90% de la population, c'est les commerces, c'est les petits commerces, c'est les PME qui risquent, elles, de souffrir malgré des aides de l'État. Et donc, cette hausse des marchés actuels ne reflète en aucun cas la situation assez catastrophique de l'économie et des mois à venir. Côté graphique, pour mettre en perspective ce que je viens d'expliquer, avec le CAC 40, eh bien c'est haussier. C'est haussier, et puis j'ai envie d'être haussier sur le CAC 40 pour le moment. On va attendre quand même le discours de Christine Lagarde cet après-midi, mais je revois ma copie, je revois un peu ma copie, et je me dis que finalement ici c'était un triangle, et que, étant donné que les marchés ont envie de monter, 4870, 4870, si on a vraiment un triangle ici, un triangle ascendant, bah, c'est très simple, on va reporter l'objectif théorique de ce triangle. Voilà. Ce serait de retourner sur les 4930, 4930 points. La fameuse oblique juste ici. Voilà. Et une grosse oblique, donc d'aller chercher pourquoi pas la Kijun et puis l'oblique. Étant donné que les marchés tiennent et que pour le moment, malgré des résultats qui sont plutôt bien accueillis, même les opérateurs trouvent que les résultats des sociétés sont bien accueillis. On a eu Microsoft hier qui a publié, Tesla, ça a pris plus 5, plus 8% après clôture. Donc, force est de constater que tout va bien. Pour le moment, tout va bien.
cas, on est en train d'effacer une partie de la récession et une partie de la crise. Et techniquement, même si les fondamentaux sont horribles, eh bien oui, il y a une sortie de triangle, alors peut-être un pullback, mais dans ce cas-là, si je reporte l'objectif théorique, c'est 4930. On plafonnait à 4006, on a cassé les 4006, bon, bah, c'est haussier en fait. Pour le moment, c'est haussier. Alerte si on repasse sous les 4006, donc là on va voir. Le CAC corrige un peu, mais il peut très bien faire un pullback et repartir en direction des 4930. Sortie de triangle par le haut, les opérateurs et les investisseurs ignorent totalement tous les signaux baissiers et surréagissent, on va dire, face à des espoirs de traitement, des espoirs de relance rapide, des espoirs que les 30 millions de chômeurs aux États-Unis vont retrouver après le déconfinement un emploi. On est sur des espoirs et donc c'est ce qui porte la bourse actuellement. Donc on se rattache à ce qu'on peut et techniquement, bon bah c'était un triangle, cassure par le haut du triangle, je revois ma copie et je me dis si on continue à ce rythme-là, eh bien les 4930 sont à portée de main. Sauf si réintégration pour invalidation, sauf si on recasse les 4006. Mais pour le moment, c'est haussier. Voilà. Même Nishimoku nous l'indique, le nuage commence à s'incliner, s'orienter à l'horizontale, à la hausse. Hop. Donc, pourquoi pas un repli, mais sinon, c'est haussier. C'est haussier. Pareil pour le DAX. Le DAX, on s'approche d'une grosse zone, mais bon, sortie de biseau, donc annulée. On a retracé les 50%. Attendez, je vais me mettre en journalier. Mais le DAX, il a tout pulvérisé. On avait un gros niveau, c'était les 50% de la dernière vague de baisse. Les 50% de Fibo correspondent au plat Kijun et au plat du nuage, cassé. Et pour le moment, c'est un pullback sur les 50%. On a un gros niveau à 11 350, 11 400 pour venir combler le gap. Vous voyez, ici, c'est vraiment un gros niveau. Mais bon, la Kijun, pour le moment, est libre de tout obstacle et peut-être qu'on va voir juste un pullback. Pullback, et ça va continuer à monter, qu'on va retracer plus de 50% de la baisse, de la dernière vague de baisse, sachant qu'on est dans une récession historique, mais pour le moment, ça tient. Ça tient et c'est haussier. Et en données 4 heures, voilà, sortie de range par le haut, ça casse. L'objectif théorique est à 11 460. L'objectif théorique, c'est d'aller chercher combler le gap qui est ici. On est sur une grosse zone, mais sur excès, on peut très bien aller chercher les 11 440. On était dans un range. Et pour le moment, c'est haussier. J'ai un peu de mal avec cette hausse que je trouve artificielle et, dopée, qui ne représente pas du tout l'économie, même si je suis pour une hausse des marchés sur le long terme, bien sûr, quand même, faut pas être fou. Je préfère un marché haussier qu'un marché baissier, mais je ne trouve pas que cette hausse soit justifiée en tout cas. Après, est-ce qu'il faut trouver des explications ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant de faire un parallèle en se disant finalement, les fondamentaux ne servent à rien puisqu'ils sont complètement décorrélés de la réalité. Et en tout cas, c'est l'interprétation des opérateurs, puisqu'ils se disent très bien, les banques centrales, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, viendront toujours à la rescousse des marchés. Et donc, on pourrait très bien retourner sur des plus hauts avec un taux de chômage stratosphérique, des licenciements et une économie qui tourne au plus bas. Mais c'est haussier. C'est haussier, donc l'objectif théorique, c'est d'aller combler le gap qui est juste ici. Donc je reste quand même prudent avec la BCE, mais bon, hier la Fed n'a pas fait plonger les marchés en tout cas.
Et je vois pas pourquoi Christine Lagarde, dans son discours de cet après-midi, ferait des annonces alarmistes, en tout cas, qui pourraient déclencher une grosse vague de baisse. Pourquoi pas? Elle a déjà fait une erreur de communication, une erreur de langage la première fois, mais je pense qu'elle est avisée maintenant et qu'elle va se montrer un peu plus prudente et qu'elle a aucun intérêt à faire plonger les marchés. Le Dow Jones prend plus 2,5 quasiment, alors qu'on a eu le PIB hein, hier, contraction du PIB de 4,8, mais plus de 20. Donc tout va bien. C'est haussier, on sort par le haut du range, direction les 25 390. Ce qu'il faut, voilà, on casse le gros niveau, le marché valorise actuellement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'actuellement, le marché valorise les actions au même niveau qu'au mois de juin 2019. C'est ça qu'il faut se dire surtout. On est au même niveau qu'au mois de juin, voire février 2019. Alors qu'on n'avait pas de récession, qu'on n'avait pas 26 millions voire 30 millions même de chômeurs, de 30%, 30 millions de nouveaux inscrits au chômage aux États-Unis, qu'on n'avait pas du tout une contraction du PIB, qu'on n'avait pas des pays à l'arrêt, même en temps de guerre, les pays n'étaient pas à l'arrêt. Là, c'est ce qu'on a eu pendant plusieurs semaines. Mais le marché estime actuellement, c'est aussi ça qu'il faut mettre en perspective et faire la corrélation, le marché estime actuellement que la valorisation des actions est la même qu'en 2019, alors que les fondamentaux n'étaient pas du tout les mêmes. Là, on avait une croissance, le PIB était en croissance. On avait une croissance du PIB. Alors que là, on a une contraction. On avait un PIB à plus 2,1 par ici, ou 1,9. Là, on est à moins 4,8. Ce qui montre à quel point les marchés ne sont pas efficients. Du moins, sans l'aide inconditionnelle des banques centrales, eh bien, on n'aurait pas eu cette hausse fulgurante. Qu'on ait une stabilisation ici, qu'on stabilise, je veux bien, là, qu'on retrace autant, me laisse perplexe. Me laisse quand même perplexe sur cette hausse, mais du coup, je n'écarte pas l'hypothèse de me dire, bon, bah, à ce rythme-là, on a 5 semaines pour retracer cette hausse, ça veut dire qu'à ce rythme-là, dans 5 semaines, on est sur les nouveaux plus hauts. C'est aussi ça qu'il faut se dire. Donc une vraie reprise en V-bottom, alors que beaucoup d'économistes nous avertissent, nous disent attention, la reprise ne sera peut-être pas aussi rapide qu'espéré. Mais pour le moment, les marchés avancent avec des œillères et sont complètement dopés par les liquidités. Et en hebdomadaire, oui, hein, on avait un gros niveau, il est en train d'être cassé. En journalier, on sort du nuage, le Chikou est libre de tout obstacle. Je suis pas fan du décompte héliotiste, mais on serait dans ce cas-là en fin de vague 5. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà comment ça, c'est le décompte héliotiste. Parfois, il est intéressant. Et donc là, on serait sur une vague 5. Donc, après la vague 5, logiquement, il me semble que c'est une correction en A, B, C. Voilà un peu comment fonctionne Elliott. Je connais les grandes lignes, pas les détails, mais pro, ce serait 1, 2, 3, 4, 5. Et le point 5 serait par ici. Et logiquement, derrière, on a une correction à venir. Mais pareil, ici, on avait un biseau 4 heures. Moi, je ne suis pas héliotiste, je suis chartiste. Donc, biseau 4 heures, il a dysfonctionné. Il a dysfonctionné. Est-ce que le décompte héliotiste va pas lui aussi dysfonctionner? C'est pas évident. C'est pas évident, c'est haussier pour le moment, il n'y a pas de signal de vente, donc on va essayer d'avancer étape par étape. Et peut-être que dans les semaines, les mois à venir, finalement, qu'on va se rendre compte que la reprise n'est pas aussi évidente que ça, eh bien, peut-être que les marchés vont corriger, et peut-être pas du tout.
peut-être que la BCE va faire du quantitative easing illimité encore une nouvelle fois. Pareil pour la Fed, et derrière, ça va doper les marchés. Ça va doper les marchés. Côté Forex, Euro-USD. Euro-USD. Prudence cet après-midi avec la BCE quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'euro-USD, à part qu'il fait le yo-yo depuis plusieurs séances et que le niveau de support et de résistance, on dirait que c'est un peu des passoires, une passoire, hein, ça transperce comme dans du beurre ici, c'est pas très pertinent comme je vous le disais. J'aime bien, j'ai décelé cette figure. Une épaule, tête épaule inversée. Voilà. Ici on a une jolie figure. Cette épaule, tête, épaule. Et la ligne de coup serait la résistance à 1,09. Donc effectivement, en cas de cassure des 1,09, on validerait une épaule tête-épaule et ça permettrait à l'euro de reprendre des couleurs pour aller chercher les indices et voir les indices 75 si je reporte l'objectif théorique. Toutefois, si cet après-midi avec la BCE, l'euro dégringole et repasse sous les 1,0820, cette figure sera invalidée. Mais pour le moment, l'euro tente de reprendre de la hauteur. Mais il va falloir casser les 1,09 pour se diriger vers les indices. Sinon, si on repart à la baisse et que les prix retournent sous le niveau de la deuxième épaule, eh bien, cette figure sera invalidée tout simplement. Donc, pareil, on fera le point lundi matin dans le briefing des marchés. L'USD CAD, bah là, c'est une épaule tête-épaule classique. Contrairement à l'ETE inversé sur l'euro-dollar. Là, elle a plutôt bien fonctionné, hein. On en parlait dans les stratégies bourse et je reparlais aussi dans le briefing des marchés. On a eu le pullback ici magnifique, magnifique pullback. Et puis pour le moment, eh bien, les cours se dirigent doucement, mais sûrement vers l'objectif théorique situé à 1,3770. Là, on a un gros niveau, ça pourrait très bien rebondir. Et c'est vrai que si on casse, ce serait une baisse en direction des 1,3550. Mais pour le moment, en tout cas, la figure est validée, fonctionne plutôt bien. Et il manque encore quelques pips pour aller chercher l'objectif théorique. En journalier. En journalier, effectivement, on a cassé Chikou libre de tout obstacle et on travaille la borne basse du nuage. Voilà, on est pile poil venu sur la borne basse, il faudrait éventuellement casser pour accélérer. Voilà. Si les prix sortent du nuage, ça permettrait de casser. Première grosse zone technique, zone horizontale de prix, puis si on casse, on ira encore un peu plus bas. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, les prix corrigent. Et on a juste un petit obstacle ici. Et en cas de cassure, eh bien, on ira un peu plus bas. L'AUD USD. L'AUD USD, poursuite de la hausse. J'ai un gros niveau qui m'intéresse personnellement à 0,6677. 0,67. Ici, ça peut être un niveau intéressant pour tenter un repli. Pareil, si on fait le décompte héliotiste, vous voyez que ça fait vague 1, repli 2, 3, 4, 5. 5 sur le niveau de... C'est une résistance mensuelle. Voilà, voilà pourquoi ça m'intéresse. Ce niveau, vous voyez, ici, c'est les plus bas. C'est le plus bas de 1987. Ici, on est venu travailler. Ici, c'est une belle zone de polarité. Ici, en 99-2000. Pareil en 2003. Bon, ici, c'était un peu complexe. Et derrière, c'est la zone qu'on est venu travailler durant tout le mois de septembre, octobre, novembre.
et on a notre Kijun qui viendrait s'aligner sur ce niveau-là. Donc c'est une zone mensuelle. Et cette zone mensuelle peut être intéressante pour faire un reverse, pour se dire tiens, faire un repli, sauf si ça casse bien sûr, mais après la récente hausse en tout cas, on a les prix qui commencent à être éloignés de la Tenkan, et le gros niveau vraiment c'est ici, c'est se dire tiens, allez, on met tout en œuvre, un peu de peps, une dernière, enfin la paire retourne chercher ce niveau avant de faire une correction. Voilà un peu le plan que j'ai sur l'AUD-USD. Pour le moment, c'est haussier. Et si on est sur une vague 5 du décompte héliotiste, eh ben, ce serait d'aller chercher un gros niveau technique avec notre Kijun. Comme ça, les prix hop, viennent chercher la Kijun, sont attirés un peu par cette Kijun hebdomadaire. Et derrière, sur signal de retournement, pourquoi pas se positionner pour tenter du moins un repli sur l'ancien top ici. Pareil, on essaiera d'affiner ce plan dans les stratégies bourse au cours des prochains jours. Enfin, pour terminer sur le Forex, le GBP USD. Le GBP USD qui tente de franchir les 1,2510, c'est le niveau qui est juste ici. Les anciens creux de marché, ici qu'on est venu travailler. On évoquait aussi la possibilité d'une épaule tête-épaule, mais pour moi, elle n'est pas validée étant donné qu'on n'est pas revenu sur la ligne de coup et que si on casse les 1,2510, ça risque d'être compliqué. Voilà, c'était un peu ce scénario qu'on évoquait. Vous voyez, on a une belle épaule tête-épaule. Épaule, tête. On est en train de former la deuxième, mais si on casse, elle est invalidée. Voilà. Par contre, si on casse ce niveau, ce sera invalidé. Et on ira chercher, on retournera chercher les plus hauts. En tout cas, je pense les 1,2630 et pourquoi pas les 1,27. On est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins et la cassure des 1,25, voilà, ça va ouvrir la voie à une perspective haussière un peu plus profonde pour la livre sterling face au dollar. Et dans le cas contraire, si un échec ici, potentiellement, on pourrait entrevoir une seconde épaule. Voilà, une seconde épaule. Et si on casse la ligne de coup, là, oui, on pourrait avoir un mouvement swing en direction des 1,1898. Mais pour le moment, la paire a plutôt envie de monter. Donc à surveiller. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit range ici? Je pense qu'on a un petit range 1 heure. Bon. On a quasiment même une épaule, tête, épaule, vous voyez, de continuation. Hein, si je mets la ligne de coup ici, du coup, je suis assez prudent. Voilà. Là, ça ferait plus une épaule, tête, épaule de continuation, même si je suis pas fan des épaules, tête, épaule de continuation de tendance. Je suis plutôt pour moi, les épaules, tête, épaule, c'est surtout des figures de retournement. Mais on est à la croisée des chemins. C'est vraiment le pivot clé à franchir ou à ne pas franchir. Tout dépend si vous êtes positionné à l'achat ou à la vente sur cette paire. Là, si vous êtes positionné à l'achat, bah, vous remontez vos stops. Et puis, si ça casse les 1,2510, oui, on ira chercher les 1,26. Par contre, si vous êtes positionné à la vente, dites-vous bien que si on casse les 1,25, ça risque d'être compliqué et que le marché va sûrement poursuivre actuellement la récente dynamique haussière. Les matières premières avec le gold qui tient le niveau des 1700. Pour le moment, ça tient. Je n'arrive pas à savoir ce qu'on a ici. Si c'est un triangle ou pas, c'est encore un peu trop tôt, mais c'est haussier. Le gold, c'est haussier. Les banques centrales injectent à outrance des liquidités, ça profite au cours de l'or. Ah oui, il était là, on l'avait tracé comme ça. Les 1700, ça tient.
On est en train, je vais enlever le range parce que finalement j'ai l'impression qu'on n'est pas, et puis on verra mieux. Pareil, je vais retirer cette oblique parce qu'on a l'Ishimoku. Après, c'est un peu trop chargé, on voit rien. Hop, je vais me remettre. Voilà. Le gold, il est propre techniquement, il est facile à appréhender. Vous voyez ici, c'est un double bottom, ça casse, ça. Voilà, double bottom, ça casse, on reporte la hauteur, objectif atteint, on consolide, élargissement de sommet, ça casse, on reporte la hauteur, ça consolide, fanion, ça casse, on reporte la hauteur, et là on est dans un triangle. J'ai l'impression qu'on est dans un triangle ascendant. 1, 2, 3, 4, et puis si on là 5, on aura le 5e point de contact, et si on casse les 1740, eh bien pareil, techniquement, bon, on va pas anticiper le triangle, mais ça permet de prendre la température déjà, et de se dire oui, si on casse le triangle, bon, 1815. 1815, voilà l'objectif. Gros niveau à 1800, je pense pas qu'on le casse tout de suite, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? L'or, je n'écarte pas un once d'or à 2000, voire même 2100 $ d'ici la fin de l'année, à ce rythme-là. Donc oui, je suis haussier sur l'or pour le moment. Des nouveaux plus hauts historiques sur l'or, c'est tout à fait possible. Il n'y a rien d'impossible, en tout cas. C'est pas du tout tiré par les cheveux. C'est vraiment envisageable d'avoir l'once d'or à 2000. Oui, voilà, à 2000 $. 2000 $, c'est une soucoupe. On a un peu une soucoupe sur l'or et on a un vrai flux acheteur qui est en train de se mettre en place. La bougie mensuelle est juste magnifique, sachant qu'aujourd'hui c'est une clôture mensuelle en plus, hein, j'ai oublié de le préciser, mais on est sur une clôture mensuelle. Bon, bah, la bougie mensuelle est magnifique, c'est une bougie flux, les acheteurs ont clairement la main. Pour le moment, c'est haussier, hein. Chikou libre de tout obstacle. En hebdomadaire, c'est pareil. En journalier, c'est pareil, c'est haussier, ça consolide l'once d'or. Faut pas qu'on recasse les 1700, faut pas repasser en dessous des 1700. En dessous des 1700, là par contre, oui, ce serait un peu compliqué et ça invaliderait notre figure. Et on aurait, dans ce cas-là, un range, effectivement. C'est pour ça que j'ai enlevé le range. Sous les 1700, on partirait dans un range avec un retour sur les 1667. Mais tant que ça tient et qu'on casse la borne haute, et ben c'est triangle ascendant, cassure, et puis direction les 1800 et 1815 en objectif théorique. Haussier, voilà. Le pétrole, on reprend des couleurs lui aussi. Plus 8. Alors, bon, on teste la Kijun, hein. On teste la Kijun, on reprend de la hauteur, des couleurs, c'est bien. Faudrait casser la Kijun. Honnêtement, ce serait déjà un bon début. Ce serait déjà un bon début de casser la Kijun. Elle n'a jamais été cassée, et donc là, ça enverrait éventuellement un premier signal pour aller chercher la borne haute du canal à 30 $. Et est-ce que non, elle n'est pas encore validée. Et effectivement, on a une petite divergence. On a une petite divergence, mais voilà, ici. Petite divergence haussière qui n'est pas encore validée. On a un beau rebond, on est sur une zone mensuelle, comme vous pouvez le voir. Donc oui, ça devient intéressant. Le pétrole devient intéressant. On est sur un niveau, j'attendais la clôture mensuelle pour confirmer ou invalider cette oblique de bas de biseau, et pour le moment, ça tient. Donc en mensuel, cette oblique baissière est valide. Et en 4 heures, ça rebondit.
ça rebondit, on a la Kijun qui est au-dessus. Et puis ce serait de viser la borne haute du canal à 30 $. Ce sera déjà pas mal. Et en cas de cassure du canal, là oui, ça commencera à devenir intéressant. Mais prudence avec l'arrivée, sait-on jamais, du contrat de l'échéance de fin juin. Mais le pétrole rebondit, pareil pour le WTI. Et le WTI, on va voir s'il va sortir du range. Voilà. 4 heures pour rappel. Si je me mets en daily. Faut casser la Kijun. Faut casser la Kijun qui correspond à un gros niveau technique. Le pétrole prend quand même 30%, il me semble. C'est pas rien. Même plus depuis le point bas. On va prendre la clôture. 44%, oui, on dirait comme ça, on dirait pas du tout, mais c'est quand même énorme, ce n'est pas rien, en tout cas. Et on est sur une zone. Donc soit on consolide, soit on casse, et là vraiment, oui, on va chercher un peu plus haut. Effectivement, si je me mets en 4 heures, on aurait quasiment un double bottom si je compte pas la mèche ici. Mais on serait, voilà. Voilà, donc soit on part dans un rectangle entre ces deux bornes, soit on casse et on casse la Kijun, et dans ce cas-là, on va chercher les 23. Et là, on a un vrai signal technique. Sinon, nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. Voilà un peu le scénario. On se trouve à la croisée des chemins. Divergence haussière sur le Brent et un peu presque double bottom, range sur le WTI. Donc si ça casse, accélération haussière, sinon nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. Tout décolle en ce moment. Ce sont les indices, le Brent, tout rebondit. Le Bitcoin qui s'est envolé quand même. Tout est haussier, hein. L'objectif théorique évoqué hier a été pulvérisé, on est venu chercher la zone de polarité, tout. En fait. Zone de polarité. Donc c'est le niveau à franchir pour dire que le Bitcoin passe en tendance haussière. Pour le moment, la dynamique de fond est baissière. Oui, là on a une reprise, mais pour parler de reprise haussière, il faut casser la zone de polarité. Pour dire que le Bitcoin s'inscrit dans une tendance haussière de moyen terme, il faut casser la zone de polarité des 9006. Ici, on a vu un magnifique trap. On avait cassé, on avait évolué quelques séances derrière dégringolade. Mais c'est le gros niveau à passer. 9006, 9003. Et vous voyez, les vendeurs se sont quand même manifestés sur ce niveau. Parce que c'est un gros niveau technique. Au-dessus de ce niveau, je parlerai de tendance haussière pour le Bitcoin. Voilà, le BTC sera dans une tendance haussière. Pour le moment, ça reste baissier à moyen terme avec une reprise de court terme, une reprise haussière de court terme. On va se mettre en mensuel. Bon, mensuel, le gros obstacle se situe à 10 180, mais c'est pas pour tout de suite. En hebdomadaire, voilà, ça bute, ça travaille en hebdomadaire. Voilà, on tente de sortir du nuage et puis on a regardé Chikou qui est en plein dans les prix, dans la Tenkan. Tenkan, Chikou, elle va avoir du mal à passer cette semaine. En tout cas, ce ne sera pas pour cette semaine. On a les prix, la Kijun à la Tenkan. Et là, les prix, il y a la borne haute du nuage. Et ici, c'est notre zone de polarité. Voilà, à peu près ici, notre zone de polarité. 9004, on a dit, 9003, 9007. Bon, elle est un peu grosse, mais elle est par ici. Mais tout fait obstacle. Notre zone de polarité, Chikou qui est bloqué, qui est pas du tout libre de tout obstacle, les prix, on est sur un gros niveau de prix. Donc je peux comprendre que certains tentent des shorts ici, c'est même après une hausse assez fulgurante, oui, ici prendre des positions short, ça se tente effectivement. Par contre, en cas de cassure, là,
il y aura un signal haussier assez important. Mais là, tenter des shorts ici, regardez, le RSI était monté à 95, et puis on est venu chercher la borne haute du canal. C'est très propre. Le BTC, techniquement, est vraiment très propre, très facile. Alors oui, très volatile, mais pour les débutants, pour se faire les dents, c'est pas mal. C'est pas mal. Les figures chartistes sont bien respectées, les niveaux techniques sont propres, les divergences fonctionnent plutôt bien. Là, vous voyez la belle accélération qu'on a eue, et ben c'est sur la borne haute du canal couplée à la zone de polarité 4 heures, zone de polarité journalière, ici 9006, 9003. Donc on s'arrête pas n'importe où sur le BTC. Hein. C'est certes très volatile, mais les niveaux sont respectés. Et c'est ça que j'apprécie dans cette crypto-monnaie. Alors que sur Forex, l'euro-dollar, ça respecte rien du tout en ce moment. Alors que la crypto, elle est très propre. Et là, on est sur la borne haute. Donc oui, en soi, tenter un short ici, je peux comprendre. Je peux comprendre. Avec un stop sous les plus hauts, et certains se diront, bon bah, moi je vise la borne basse du canal. Et puis par contre, si ça casse, attention, surveillez les volumes, sachant que ça bouge beaucoup durant le week-end. Mais on est sur un niveau technique. Et la cassure, voilà, peut-être que ça va travailler, et puis boum, la cassure ici, au-dessus de 9003, 9006, vraiment, là, ça va déclencher. Le but, c'est d'aller chercher les 10 009 derrière. D'aller chercher les 10 009. Par contre, si on échoue ici, surveillez la bougie, la tête de la bougie, parce qu'on pourra avoir un repli sur la bande basse avant une nouvelle tentative. Et là, actuellement, journalier, bon, la bougie n'est pas clôturée, mais elle n'est pas belle. C'est une étoile filante pour le moment. Ça ressemble à une étoile filante. Donc si on a une belle bougie flux, ça pourrait partir en étoile du soir. Alors, certes, la journée n'est pas terminée, on verra. Il y a aussi ce week-end où ça va pas mal bouger sur les cryptos en général. Mais là, on voit que voilà, les acheteurs, les vendeurs sont présents sur ce niveau-là. Actuellement, on a trempé l'orteil sur ce niveau et boum, les vendeurs se sont manifestés, les vendeurs sont sortis du bois et ont dit non, ici pour le moment, tu ne vas pas passer ce niveau très facilement. En tout cas, le marché risque de le travailler parce que c'est un gros niveau technique. Donc pareil, on va faire le point sur on va essayer de le suivre tous les jours, le BTC, car voilà, on a potentiellement un signal de tendance haussière à venir, ou au contraire, un retournement de marché, enfin pas un retournement, mais un retournement de court terme sur bas de canal et support. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'intégralité du briefing des marchés, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour rappel, il n'y aura pas de briefing des marchés demain, on se retrouve à partir de lundi. Et sinon, ce sera aussi pour les stratégies bourse à 14 h, tous les mardis comme d'habitude à 14 h, ou pour l'émission spéciale, le live, pour les figures chartistes qui aura lieu le 20 mai aussi à 14 h. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents avec les annonces de la BCE et on se retrouve lundi prochain pour faire un nouveau point sur les marchés.